Bonjour à tous. Effectivement, je suis Karina Chatin, responsable de l'éducation numérique à la CNIL, et je vais vous parler donc d'éducation numérique. Mais auparavant, je voudrais mentionner une petite actu. En janvier 2019, une enquête a révélé que depuis 2016, Facebook paye des mineurs pour avoir accès à tout ce qui se passe sur leur smartphone. Et Facebook a présenté cette initiative comme un projet de recherche qui vise, selon lui, à mieux connaître et mieux comprendre les usages numériques des jeunes. Donc cela montre que les données personnelles des mineurs et des jeunes sont très convoitées par les grands acteurs de l'Internet et qu'il est nécessaire de comprendre, dès le plus jeune âge, comment fonctionne l'écosystème numérique, d'en comprendre les logiques économiques qui sont à l'œuvre, pour finalement rester pleinement acteur de sa vie numérique, maîtriser sa vie privée et ses données personnelles. Et c'est précisément une des missions de la CNIL que de faire de l'éducation numérique. C'est une priorité stratégique de l'institution depuis 2013. Donc avant d'évoquer les actions que nous menons en matière d'éducation numérique, je voulais juste faire un petit point sur le règlement, le fameux RGPD dont vous avez tous entendu parler. Pour dire d'abord que le règlement ne modifie pas de manière très conséquente l'architecture de la loi de 1978. Pour 80% des dispositions, celle-ci reste valable. Donc dans ce règlement qui a été fait et rédigé autour des droits de la personne. Effectivement, d'une part, il va renforcer les droits existants, et puis, il va en créer de nouveaux, comme par exemple le droit à la portabilité des données. Il permet aussi à des associations de pouvoir porter des actions de groupe. Et ça a d'ailleurs été le cas à la CNIL, puisque dès le 25 mai 2018, le jour de l'entrée en application du règlement, nous avons reçu une série de plaintes de la Quadrature du Net contre les GAFAM, contestant et dénonçant leur modèle économique. Le règlement, c'est aussi un droit européen qui s'applique aux entreprises étrangères dès lors qu'elles ciblent les citoyens européens. J'y reviendrai, c'est quelque chose de très très important. C'est une gouvernance européenne avec un comité européen de la protection des données et des autorités de protection des données qui sont incitées à mieux coopérer, à davantage coopérer ensemble, et qui peuvent infliger des sanctions, comme vous le savez, d'un montant beaucoup plus élevé. Enfin, le règlement, c'est une nouvelle démarche de conformité, puisque les formalités préalables disparaissent, et en contrepartie, on a une logique de responsabilisation des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs qui traitent des données vont avoir de manière proactive un certain nombre de démarches à faire et donc disposer d'outils pour ce faire. On y reviendra. Je reviens juste sur le point que j'avais souligné il y a quelques secondes sur la dimension territoriale et l'application du RGPD sur le territoire de l'Union européenne. Pour dire clairement que donc ce règlement évidemment, va s'appliquer aux traitements qui sont effectués par soit des responsables de traitement ou des sous-traitants en Europe. Donc ça, c'est le critère de l'établissement qui va de soi. Mais aussi, et c'est là le point important, aux traitements qui vont être effectués pour des responsables de traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis en Europe, mais dès lors qu'ils vont cibler des citoyens européens. Donc ça s'appelle le critère du ciblage. Et c'est valable pour deux séries d'activités, dans l'hypothèse d'une offre de biens ou de services, donc aux citoyens, ou dans l'hypothèse d'un suivi de leur comportement. Alors, la nouvelle démarche de conformité, donc le règlement européen, comme je le disais, instaure un certain nombre d'outils. Le premier d'entre eux, donc, c'est le fameux DPO, le délégué à la protection des données, comme il est précisé dans l'article 37 du règlement. Donc, comme vous le savez aussi, le DPO est obligatoire donc, pour toutes les autorités publiques ou organismes publics.
il est aussi indispensable de se doter d'un DPO si il y a suivi de personnes à une très grande échelle. Et enfin, il est également indispensable pour des catégories très particulières de données, je pense notamment aux condamnations pénales. Autre type d'outils, on va aller assez vite, le registre des traitements, la nécessité aussi de faire des études d'impact, les fameux PIA. Alors, pour savoir s'il faut faire ou ne pas faire une étude d'impact, vous allez sur le site de la CNIL et toutes les hypothèses sont recensées. En gros, il y a 9 critères existants et il suffit que 2 des critères sur les 9 soient présents pour que l'étude d'impact soit obligatoire. Autre nouveauté, la notification des violations de données. Donc là, il s'agit pour le responsable de traitement de notifier donc, une violation dans un délai de 72 heures, donc ça doit être assez rapide, s'il considère qu'il y a un risque pour les droits et libertés des personnes. Très concrètement, par exemple, s'il y a une atteinte à l'intégrité des données, à la confidentialité des données, alors le responsable de traitement doit notifier cette violation à la CNIL. Voilà un petit tableau que vous aurez, donc je vais pas trop développer, simplement pour rappeler très clairement ce qui change et ce qui ne change presque pas avec le règlement. Et puis un petit slide sur la prise en compte finalement des spécificités ou des particularités de la recherche dans le règlement, puisque le règlement, donc dans son article 89, va définir le champ et les dispositions spécifiques qui s'attachent au domaine de la recherche. Ainsi, il évoque une possibilité de réutiliser des données à des fins de recherche, dès lors que la finalité est licite et compatible. Autre possibilité, il devient envisageable de traiter de données sensibles dès lors que des garanties légales fortes sont apportées. Comme vous le savez, hein, ça c'est l'article 9 du règlement, le recueil de données sensibles est en principe interdit par la loi. Et comme tout principe, il y a des exceptions. L'une de ces exceptions, c'est s'il y a consentement explicite de la personne. Une autre exception, c'est lorsque le traitement va être nécessaire à des fins de recherche, justement. Mais même dans cette hypothèse-là, encore une fois, la personne est au centre, parce que ce traitement, donc à des fins de recherche, doit quand même respecter, je cite l'article, l'essence du droit à la protection des données, en prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée. Donc tout ceci montre que ce texte européen est vraiment fait autour des droits de la personne. Autre possibilité, donc il peut y avoir des dérogations en matière d'information, d'exercice des droits, de durée de conservation. Donc ça, ce sont vraiment les règles d'or de la protection des données, mais encore une fois avec des mesures très très strictes et très encadrées. Et puis la pseudonymisation, je ne vais pas en parler parce que je crois que M. Pellegrini vous en dira quelques mots tout à l'heure. Alors, la CNIL, effectivement, vous accompagne dans cette mise en conformité au règlement européen. Juste 2 mots peut-être sur notre institution. Aujourd'hui, donc, la CNIL, comme vous le savez, est une autorité administrative indépendante qui compte 18 membres, ainsi que le défenseur des droits, qui est une voix consultative. Nous sommes aujourd'hui un effectif de 200 personnes, nous serons un peu plus nombreux donc, dans les mois qui viennent, et un budget pour l'année 2018 d'environ 17 millions d'euros, budget qui va aussi s'accroître un petit peu pour l'année qui vient. Alors en gros, la CNIL a plusieurs types de missions. Premier bloc, si je puis dire, ça va être tout ce qui concerne la communication, l'information, l'éducation numérique, fait partie de ce bloc de missions. Donc nous avons une rubrique besoin d'aide pour orienter donc l'usager dans ces questions. 500 foires aux questions aujourd'hui, 500 FAQ dans la rubrique besoin d'aide qui sont structurées par thématique. Le site EduCNUM, des référentiels, des démarches de certification. Donc ça fait partie du premier bloc. Et puis il y a un deuxième bloc qui va consister à faire des contrôles
Donc ça, ce sont des contrôles qui peuvent être faits donc soit en ligne, soit sur place. Et puis, si cela est nécessaire, après mise en demeure, et je précise que la mise en demeure n'est pas encore la démarche de sanction, c'est vraiment le stade préliminaire. Si l'organisme ne se conforme pas suite à la mise en demeure, alors il peut y avoir une sanction qui va être de plusieurs ordres. Ça peut être un avertissement public, une sanction financière ou administrative. Et puis, ces dernières années, une mission a pris beaucoup d'importance aussi à la CNIL, c'est tout ce qui concerne la réflexion éthique et la prospective, c'est-à-dire qu'on va être amené à réfléchir à tous les enjeux que soulèvent les nouvelles technologies au plan éthique en matière de protection de la vie privée et des données personnelles. Et donc nous avons à la CNIL un comité de la prospective qui réunit une pluralité d'experts qui réfléchissent à tous ces enjeux. Quelques chiffres avant d'aborder les actions d'éducation numérique. Et vous pouvez voir avec ces chiffres qu'il y a réellement un effet RGPD, puisque depuis son entrée en application, maintenant ça fait 9 mois, on voit bien que l'activité de la CNIL a été fortement, j'allais dire percutée, ou fortement impactée en tout cas, par le règlement. C'est 45% d'appels en plus. En 2018, nous avons reçu près de 200 000 appels à la CNIL, plus 64% de plaintes, 1200 notifications de violation, et aujourd'hui, 32 000 organismes se sont dotés d'un délégué à la protection des données. Alors, les 2 slides qui suivent, on va aller assez vite. C'est pour vous, vous aurez la présentation et tous les liens vers les ressources très concrètes que la CNIL met à votre disposition pour, j'allais dire, être le plus en accord possible avec cette nouvelle réglementation européenne. Donc, comment... alors, s'y préparer, c'est maintenant déjà dépassé. Comment faire face ? Les guides, donc, des études d'impact, les FAQ dont je vous ai parlé. Vous y trouverez aussi des modèles de mention d'information, un référentiel de certification des DPO qui donc va indiquer quelles sont finalement les compétences attendues pour devenir délégué à la protection des données et être ainsi certifié en tant que tel. Et puis bientôt, un MOOC qui devrait sortir là, au premier trimestre sur ce sujet. Voilà, je propose qu'on en vienne au cœur du sujet après ces quelques points d'introduction. Et le cœur du sujet, c'est effectivement les actions que mène la CNIL en matière d'éducation au numérique. Donc, quels sont les enjeux aujourd'hui ? Chacun sait que le numérique est incontestablement un facteur de progrès. Il permet d'accéder à la connaissance, de relier les personnes entre elles, d'appartenir à des communautés d'intérêt, mais il peut aussi générer des risques et parfois aussi des inégalités. Donc tout l'enjeu pour chacun d'entre nous, pour chaque citoyen, c'est de mieux comprendre comment cet univers fonctionne, parce qu'il est parfois complexe, de pouvoir en maîtriser les codes pour effectivement garder le contrôle sur ces données personnelles et être en mesure ainsi d'en saisir toutes les opportunités. Parce qu'on tient vraiment à garder, nous, ce discours très positif sur le numérique, face à parfois des discours un peu anxiogènes ou d'interdiction de tel ou tel usage numérique. Non, nous, on est vraiment sur la posture, voilà, ça présente des opportunités, il faut simplement bien connaître comment ça fonctionne pour pouvoir garder la main. Et donc, il appartient à la CNIL, comme à toutes les autorités d'ailleurs de protection des données, de sensibiliser justement le public, et notamment les plus jeunes, à tous ces enjeux, à ces risques. J'ai donc inséré l'article du RGPD qui le précise. Alors, comment ça va se traduire de manière très concrète maintenant dans nos actions ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, pour commencer, la CNIL, depuis de nombreuses années, produit énormément de ressources pédagogiques qui visent donc à sensibiliser notamment les jeunes aux enjeux donc, que soulève le numérique. Donc nous avons des affiches, des posters, nous avons édité un quiz dans la collection Les Incollables, donc c'est Playback qui produit Les Incollables, donc un quiz Ta vie privée, c'est secret, qui a été envoyé à l'ensemble des collèges, donc à la rentrée scolaire de septembre 2017.
une opération donc en lien avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons aussi, l'année dernière, travaillé avec un YouTuber qui s'appelle Le Rire Jaune, pour faire une vidéo pour les 12-15 ans. Elle a fait 6 millions de vues chez les 12-15 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est dit, quel est le meilleur moyen de toucher cette cible? Quand on connaît un peu les pratiques des ados, on sait qu'ils passent pas mal de temps, c'est un euphémisme, sur YouTube. Bon, donc on s'est dit, pour avoir une chance que notre vidéo soit vue par le maximum de jeunes, essayons de travailler avec un YouTuber. Et effectivement, donc Kevin, alias Le Rire Jaune, va expliquer dans cette vidéo comment maîtriser sa vie privée en 6 étapes. Et donc ça a été un gros succès. Je précise que cette vidéo est disponible sur la chaîne Dailymotion du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui donc évidemment incite les enseignants à l'utiliser dans leurs cours. Elle est évidemment débarrassée de toute publicité. Autre point important de notre action en matière d'éducation numérique, justement, c'est notre partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Nous avons, depuis 2016, une convention de partenariat qui nous lie au ministère, qui a été renouvelée d'ailleurs en décembre 2018, pour intégrer toutes les dimensions du règlement européen. Et que prévoit donc cette convention de partenariat? Eh bien, elle prévoit des actions de sensibilisation, de formation, que l'on fait aussi bien auprès des cadres de l'éducation nationale, des enseignants, des élèves. On le fait en présentiel, en allant dans les académies. On le fait aussi en ligne. Nous avons conçu un parcours magistère donc, pour les chefs d'établissement sur le règlement européen. Nous menons aussi avec le ministère un concours qui s'appelle les Trophées des classes, donc depuis 3 ans. Cette année, Radio France s'est joint donc, en tant que partenaire. Et ce concours, il a pour objectif donc, de faire travailler des classes sur un projet pédagogique visant à justement mieux sensibiliser au sujet de la protection des données sur Internet. Et donc cette année, le concours va porter plus précisément sur le cycle 3, donc les 8-11 ans, en lien avec un référentiel que la CNIL a créé. Je vais vous en dire 2 mots maintenant. Nous avons en effet conçu à la CNIL un référentiel de formation des élèves à la protection des données personnelles. Pour quelles raisons nous avons eu cette démarche? En fait, comme vous le savez, jusqu'à récemment, en matière de protection des données, il n'y avait pas grand-chose. On avait le brevet informatique et Internet qui existait. Et puis, souvent, la protection des données était abordée sous l'angle de la sécurité. Sécurité informatique, très important, c'est un gros sujet, mais ce n'est pas le seul. Et nous, donc, dans ce référentiel, comme vous le voyez, on a identifié les 9 domaines de compétences clés qui nous paraissent nécessaires de maîtriser quand on est un citoyen aujourd'hui et qu'on veut être un citoyen numérique averti. Donc vous le voyez, il y a effectivement la question de qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle, la définition de la vie privée, des droits fondamentaux, mais il y a aussi toutes les logiques économiques. Qu'est-ce que c'est que cet écosystème numérique? Ça veut dire quoi si c'est gratuit, cette fois le produit, autant de concepts que les jeunes ne connaissent pas, ne maîtrisent pas. Et puis aussi le fait qu'il y a des droits, que chacun a des droits. Alors quand on est mineur, les droits sont exercés par le représentant légal, mais comme vous le savez, depuis le règlement, à partir de 15 ans, l'ado peut s'inscrire seul à un réseau social, peut finalement avoir des droits et les exercer en tant qu'une personne autonome. Donc il n'a plus besoin de l'accord de ses parents et du consentement de ses parents pour ce faire. Donc ce référentiel, grâce au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, nous avons pu donc en publier un premier module pour les 8-11 ans, donc sur le site EduScol. Et donc dans ce module, il y a des ressources pédagogiques pour cette tranche d'âge et aussi des cas pratiques de classe pour que les enseignants aient envie en fait de parler de ces sujets, parce que évidemment c'est pas une matière obligatoire, l'enseignement de la protection des données personnelles à l'école, mais ça peut s'inscrire dans en réalité plusieurs disciplines. Je pense aux cours de techno, je pense à l'éducation morale et civile, mais il y a aussi d'autres, sans doute, occasions d'en parler.
Autre champ d'action, donc en matière d'éducation numérique, c'est les formations de formateurs, puisqu'on s'est rendu compte très vite à la CNIL que l'idée c'était de démultiplier nos messages. Et comment faire pour démultiplier nos messages si ce n'est trouver des têtes de réseau, des relais. Et donc c'est ce qu'on fait avec les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant, qui sont donc des jeunes en service civique rattachés au programme de la Défenseure des enfants et qui chaque année vont aller dans les écoles, dans les collèges, les lycées et aussi dans le périscolaire pour parler de nos sujets aux jeunes. On le fait aussi avec des jeunes en service civique de l'association e-enfance. Et ainsi, chaque année, on arrive à toucher 150 000 jeunes, ce qui n'est pas rien sur tout le territoire. Et puis, depuis 5 ans, on a aussi un partenariat avec le Fonds d'action du football. Il se trouve que nous avions été contactés donc, par cette structure qui a mis en place un programme d'éducation civique pour les jeunes joueurs. Et les jeunes joueurs de foot, comme les jeunes en général, ils font des erreurs parfois sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc, ils ont fait appel à la CNIL pour concevoir une sorte d'atelier clé en main sur les réseaux sociaux. Et donc, ça marche plutôt bien. Donc, on a, depuis l'origine, pu toucher donc, indirectement, encore une fois, puisqu'on passe par des formateurs, à peu près 4000 jeunes sur nos sujets. Autre moyen d'agir sur l'éducation au numérique, eh bien, c'est via le collectif EduCNUM, le collectif pour l'éducation au numérique, dont fait partie la Société informatique de France, puisque ce collectif, qui compte aujourd'hui près de 70 structures d'univers différents, de la recherche, de l'éducation, nous avons des fondations d'entreprises, des institutions publiques, et tous ces acteurs donc, ont décidé d'unir leurs expertises, leurs ressources, leur savoir-faire pour diffuser largement une culture citoyenne du numérique. Et donc, nous avons un site, le site EduCNUM, où nous essayons de valoriser les ressources pédagogiques, de valoriser aussi toutes les actions des membres. J'en citerai 2 ou 3. La semaine de la presse et des médias dans l'école, qui est initiée par le CLEMI. Donc chaque année, évidemment, fait l'objet d'actu sur cette action. Nous avons Initia Droit et la Coupe des élèves citoyens à l'école, qui est une coupe qui récompense aussi des projets de classe sur des thématiques différentes chaque année. Donc voilà, ce site est un peu l'occasion de faire du réseau, de valoriser ce que font les uns et les autres. Et puis, ces structures, elles se sont réunies aussi sur un corpus de valeurs partagées. J'en citerai 2. La priorité accordée aux actions vers les jeunes publics, parce qu'on considère que les jeunes sont les populations les plus vulnérables dans le monde numérique, et donc il convient de les protéger et de s'adresser à eux en priorité. Et puis, je le disais tout à l'heure, l'équilibre entre, d'un côté, les opportunités du numérique et aussi la connaissance qu'on doit avoir des risques qui peuvent exister. Voilà, donc sur ce slide, quelques exemples d'actions qu'on a pu mener. Nous avons par exemple écrit aux 11 candidats à l'élection présidentielle au nom du collectif, donc en 2017, pour leur faire savoir quelles étaient selon nous les priorités d'action à mener. Nous avons tout récemment publié une tribune sur l'inclusion numérique également, lors de la consultation qui a été menée par le CNUM. Et j'en ai fini avec un slide sur l'éducation numérique à l'international, pour vous dire qu'aussi, on travaille sur des actions en lien avec les autres autorités de protection des données. Nous pilotons donc un groupe de travail composé de 65 autorités qui sont réparties sur l'ensemble des continents. Nous avons fait adopter 3 résolutions internationales à l'initiative donc de la France. Je dirais juste un mot de la dernière résolution qui va faire la bonne transition avec Jean-Marc Mériot, qui est une résolution donc, qui concerne les plateformes d'apprentissage en ligne. Et cette résolution, qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait un certain nombre de recommandations donc, aux différentes parties prenantes, c'est-à-dire aussi bien aux fournisseurs et concepteurs de plateformes, mais aussi aux autorités éducatives et aussi aux autorités de protection des données. Et ces recommandations vont dans le même sens. Elles vont dans le sens d'une meilleure protection des données personnelles, à la fois des jeunes, enfin des élèves, des parents et des enseignants, pour que les données numériques soient à la fois bien protégées pour être mieux valorisées. Je crois que ça fait la transition avec Jean-Marc. Merci.
Une seule. Alors, Karina, Jean-Marc a une question. Juste sur le... quel est votre avis sur les initiatives, notamment des GAFAM, qui visent à promouvoir, comme Science for All et toutes ces actions? Quel est l'avis de la CNIL sur ces initiatives? Sur les actions d'éducation, c'est ça que vous voulez dire? Bah, il est très réservé, forcément. Il est évident que ces acteurs, ces grands acteurs de l'Internet ont des moyens qui sont considérables, que nous n'avons pas forcément. Mais nous mettons en avant